Michel Payan. Et Maxime Longuet. Bonjour. Alors, Michel, 20 ans d'expérience dans tout type de base de données. Un DBA comme on n'en fait plus. Il connaît tous les moteurs, dont spécialement son t-shirt. J'ai été obligé de l'acheter. Menteur. Il est tellement multi-DBA, il connaît tellement tous les DBA qu'il en a fait un soft qui s'appelle DB Square, qui est un socle d'exploitation et de maintenance multi-DBA pour gérer toutes vos instances Internet. Il est aussi membre, même s'il a un petit t-shirt de PostgreSQL FR. Maxime Longuet, une figure locale sur Marseille. Ça fait plus de 15 ans qu'il fait plutôt du Ops, mais il fait aussi du Dev. Il est infogéreur pour des structures plus ou moins grosses. Un libriste jusqu'au bout du bout, depuis le début, membre de PostgreFR, membre fondateur de Libertis qui vous accueille aujourd'hui, et contributeur Ruder. Ambassadeur, excuse-moi. Alors, vous allez me dire, pourquoi cette conf? Ça fait longtemps qu'on se croise avec Michel. Et il y a un moment donné où il fallait qu'on fasse une vraie conf. Parce qu'en fait, va falloir qu'on mette les pendules à l'heure. On va finir par s'expliquer. On va lui faire voir qui c'est le plus gros, qui c'est le plus fort. Et puis, tu vas rentrer dans tes pénates pleurer? Non. Non? Bien que si on prend la comparaison du plus gros... Je sais, j'ai quelques longueurs d'avance. Ouais, à mon avis, je cours plus vite. D'accord, on va essayer de voir ça. Alors, l'objectif, c'était quand même de vous présenter de façon objective 2 moteurs professionnels. Qu'est-ce qu'on appelle un moteur professionnel? C'est de répondre à des contraintes qui sont spécifiques dans votre exploitation et votre production. Avoir quelque chose de fiable sur lequel, quand vous écrivez de la donnée. C'est-à-dire une garantie des transactions. Pas on envoie un message HTTP quelque part, on ne sait pas si c'est stocké. Un système de sauvegarde de données à froid mais aussi à chaud. Quand on sauvegarde quelque chose, il faut que ça continue de tourner. Un système de partitionnement, quand on a des grands volumes, qu'on fait de la grosse base, quand on en a gros sur la patate, il faut un système de partitionnement efficace. Une gestion des types données complexes, quand vous faites du développement, il faut arrêter de penser qu'il y a juste du varchar et du string qui existent dans votre vie. Il y a du int. Waouh. Il y en a qui utilisent le big int. Et aussi une gestion des droits avancés. Si vous voulez appliquer de la RGPD, autant avoir un gros moteur sur lequel vous pouvez faire des droits corrects. Donc rapidement, cette petite slide, pour rappeler qu'Oracle, c'est quand même le plus gros. Tu dis ça parce que tu es numéro 1 sur la petite slide. Voilà, exactement. Mais bon, il faut le dire. On verra tout à l'heure Postgre qui grandit, qui grossit, qui prend de la place. Donc c'est ce qui va nous intéresser durant cette séance. Ah oui, c'est ceux qui sont avec plus de 25% cette année. Voilà, oui. Donc Oracle perd de la place, Postgre en prend. Alors, est-ce que c'est si vieux que ça, cette histoire? On va essayer de vous faire revenir un peu dans l'histoire, d'accord, sur le SGBD, d'où ça vient, le SGBDR surtout. Jusque dans les années 60, donc il y en a certainement qui n'étaient pas nés, mais c'est toujours intéressant, on stockait les données dans des fichiers. Okay, je pense qu'un certain nombre d'entre vous dans la salle ont connu l'appariement de fichiers en COBOL, etc. Voilà, on faisait comme ça, on faisait un programme et on gérait tout par programme. Au moment des années 60, au moment du programme Apollo, il s'est posé la question, pour envoyer les hommes sur la Lune quand même, il fallait stocker massivement des données et pouvoir y accéder. Donc en fait, IBM a pas mal planché dessus, et avec Rockwell, en 1966, ils ont sorti IMS, qui est un système de base de données finalement hiérarchique,
qui est rattaché au matériel. Donc c'est important, cette partie-là, vous verrez qu'il y a encore un certain nombre de moteurs qui sont attachés au matériel. Dans la normalisation du SGBDR, une des contraintes, c'est de ne pas être attaché justement à ce matériel et pouvoir tourner de manière agnostique sur une plateforme ou sur une autre. En 1970, maintenant, toujours chez IBM, un concept est sorti, c'est la conceptualisation du modèle relationnel. C'est pour faire voir qu'il était possible de stocker les données et de les requêter de manière relationnelle pour encaisser des forts volumes de données. À l'époque, c'était pour les données bancaires. Ça reste des gros pourvoyeurs de data avec les assurances maintenant. Donc on avait ce besoin-là. Donc, pendant toutes les années 70, en fait, pas mal de firmes se sont mis sur ce credo-là pour essayer de sortir le meilleur soft. Donc, 1979, on voit apparaître Ingres, DB2 Mainframe et Oracle. D'accord ? Donc, c'était les premières versions de production, premières versions applicables en entreprise de manière massive. Donc, ce qui est intéressant, c'est que voilà, 1979, ça a bientôt 40 ans, les bases de données relationnelles, et je pense que ça a encore un long chemin devant elle. Donc voilà, là on est rentré dans l'ère du relationnel. Ensuite, dans les années 90, on a vu la mode que je vais appeler de l'objet, parce que finalement, des bases de données objets, on en a peu vu. Ça a été très peu utilisé, à part en développement, mais au niveau du stockage des données en mode objet, on n'en a pas beaucoup vu. Et enfin, dans les années 2000, on a vu apparaître le XML, qui est rentré très largement dans les bases de données. Oracle a un très gros support du XML d'entrée de jeu avec toutes les fonctions qui vont bien, etc. Et ensuite, on a vu également apparaître tous les moteurs de type NoSQL ou NewSQL. Pour la petite histoire, NoSQL, c'était vraiment du non-SQL au départ, qui s'est transformé en Not Only SQL. Et puis on va voir que... Si tu peux nous passer tes leçons d'histoire. Voilà. Je sais, je suis en train d'endormir tout le monde, mais... Le problème des Américains, ça. Voilà. Donc je vais revenir quand même sur l'histoire d'Oracle, très rapidement. Donc développé par Larry Ellison à partir de 1977. Puis sorti de la première version commerciale donc en 79, comme on disait. Donc c'est une version qui ne tournait que sur VAX VMS, donc les équipements de chez Digital. Ensuite, en 83, Oracle a été réécrit pour être codé en C. Et du coup être multiplateforme. Dès 88, on voit arriver le verrouillage ligne et la sauvegarde à chaud et le PLSQL. Donc on voit qu'Oracle, quand même, ça fait un paquet d'années maintenant, ça fait 30 ans qu'ils ont les fonctionnalités de base qu'on attend d'un moteur relationnel. T'es vieux. Donc voilà, dès 95, on voit arriver les architectures 64 bits. Et oui, il y a eu un moment, on était en 32, même avant, on était en 16 bits. En 2001, premier record du monde battu avec une base de 3 Tera. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ça fait maintenant sourire, mais dans les années 2000, on avait des bases de 2, 10 gigas, ça commençait à être déjà sympa. Forcément, 5 ans après, les bases de 3 Tera, c'était naturel, mais une base de 3 Tera en 2001, c'était pas courant. Les premiers à avoir fait ça, c'était Teradata, donc soft et hardware, le tout jumelé. On avait dépassé le Tera en 2000. Voilà. Ensuite, 2003, arrivée de la DG avec les supports de Java, etc., la XE, le clusterware piqué à Digital, etc. Et la 11G avec... 2003-2007 quand même. Hein. Voilà. 2003-2007. Ça fait quand même 4 ans. C'est 2 releases majeures, hein, parce qu'on a les release 1, release 2 à chaque fois, avec les sorties d'Exadata ensuite, le matériel, etc. Donc là, rapidement, les petites versions, voilà, de la V7 à la 9, donc années 80, enfin 90, 2000, les versions anciennes, la V7 était capable de tourner comme on est capable de faire tourner un Postgre à l'heure actuelle avec 64 MB de SGA. À l'heure actuelle, il faut plutôt 1 à 2 Go de RAM pour pouvoir démarrer une base vide. No comment. Et voilà.
Donc on ralentit un peu au niveau d'Oracle, au niveau de la sortie des releases majeures dans le temps. Ouais. Mais on a déjà tout. Alors, tu me demandais tout à l'heure qui était PostgreSQL. C'est ça. Je t'ai déjà repris. On dit pas PostgreSQL, on dit PostgreSQL. D'accord. Ils se croient tout permis. Alors, en petit historique, moi je vais faire rapide pour gagner du temps. Parce qu'on va s'attaquer après derrière à des choses un peu plus intéressantes. 73, Ingress à Berkeley. 79, Ingress commence à être généralisé. En 85, Michael Stoneberger qui recode Ingress. Donc on a fait, quand il a recodé Ingress de 0, il a appelé ça Post-Ingress, qui est devenu Post-Ingress et Postgres. En 95, on a ajouté le support SQL et c'est devenu PostgreSQL, et surtout en 96, la création de PostgreSQL Global Development Group, l'open source. Ah. Une vraie communauté donc. Une vraie communauté et un des modèles aujourd'hui de logiciels libres de par le monde. Et bon, ça c'est quelque chose que vous ne connaissiez pas trop. 97, première version publique, 6.0. Effectivement, on s'attachait à suivre les normes SQL au sein de PostgreSQL. Et on a mis beaucoup de temps, mais on a suivi. Et là, dernièrement, une fois qu'on a un peu tout, en 2010, intégration de la réplication avec la 9.0. 2017, intégration du partitionnement natif. On pouvait le faire un petit peu avant, mais avec la notion d'héritage, c'était un peu compliqué. Il fallait créer plein de triggers. À partir de la version 10, maintenant, c'est du partitionnement natif. Et ça, c'est notre cycle de release. Il y a un gros truc noir au milieu. Effectivement. Et donc un cycle de release qui est tous les ans. Putain, vous êtes rapide. Bon, en même temps, il faut un peu rattraper le retard. C'est ça. Bon, c'est vrai. Mais quelque part, il y a effectivement une version majeure par an qui sort énormément de nouvelles versions. Avant la 10, maintenant on fait 10, 11, 12, vous savez, en termes de version Postgre. Avant c'était 9.4, 9.6. Les gens ne savaient pas trop qu'il y avait des versions et des choses majeures entre 9.4 et 9.6. Maintenant c'est fait. Donc rapidement, pour pas trop vous saouler, mais bon, Oracle, on n'a plus à le présenter en général, en tout cas chez les ETI et les grands comptes. C'est le SGBD majeur depuis des années maintenant, avec des SGBD comme SQL Server et DB2. Voilà. Il y a pas mal de choses. Maintenant, bon, on verra tout à l'heure toute la problématique de la gestion de licence avec Oracle. PostgreSQL, un SGBDR développé en C, une licence libre sous licence BSD, une volonté d'afficher, de se concentrer sur le moteur, possibilité d'être étendu avec un système d'extension. On est parti ? On est parti. Alors l'acide, c'est quoi l'acide ? Moi l'acide, je connais, j'en ai plein chez moi. Des bleus, des rouges. On m'a dit que c'était pas très bon pour la santé. Non, c'est pas super bon pour la santé celui-là. Par contre, caustique, qu'est-ce que je vais faire de toi, mon pauvre Maxime ? Tu me dis acide. Donc on voulait juste rappeler rapidement les fondements de base d'un SGBDR. C'est quoi l'acide ? Donc c'est la gestion de la transaction avec l'atométicité. On fonctionne en tout ou rien, d'accord ? Donc il y a la transaction, c'est la plus petite, c'est le plus petit atome en base de données. Donc bien entendu, Oracle supporte ça depuis la nuit des temps, on va dire. Et Postgre supporte aussi. Peut-être pas depuis. D'accord. Okay. Peut-être pas depuis la nuit des temps. Tu m'as fait peur, j'ai cru que vous supportiez pas. C'est. Donc maintenant, la cohérence. La cohérence des données. Le but, c'est d'amener le SGBD d'un état cohérent à un autre état cohérent. Okay, donc entre deux commits ou deux rollbacks, la gestion de la transaction, qui est gérée forcément par Oracle. Et par Postgre. Maintenant, le niveau d'isolation. Le principe, c'est que deux transactions ne vont pas interagir entre elles. Okay, donc c'est l'étanchéité des mises à jour qui doit être gérée de manière propre par le SGBD. On est bon. On est bon sur les deux. Et enfin, la durabilité. À partir du moment où on a décidé de mettre à jour la donnée et qu'on l'a
committer, on doit sceller le résultat. Donc le but, c'est que la donnée soit persistante. Okay, donc il faut garantir cette chose-là. Et là-dessus, on est bons tous les deux. On est bons tous les deux. Voilà. Ok. Bon. C'est pas gagné ce match. Enfin, caustique. C'est pas acide. Non, acide. D'accord. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on gère cette partie avec le MVCC et les verrous. On va voir que les deux moteurs, ou que les moteurs de base de données ont à faire face à ce genre de contraintes. Allez, MVCC rapide, tu me le fais. Donc une lecture ne doit pas bloquer une autre lecture, une écriture ne doit pas bloquer une lecture, et une lecture ne bloque pas une écriture. Et enfin, une écriture ne bloque pas les autres écritures, sauf si, bien entendu, on interagit sur les mêmes lignes. Donc ça s'appelle le multiversion concurrency control. Voilà. Tout le monde a compris, on a perdu tout le monde. Pour être simple, un client, quand il commence une requête et une transaction, il fait un select sur une table, il récupère cette donnée, il part sur une autre table pendant sa transaction. Pendant ce temps-là, le client 2 fait un update sur la ligne, il met à jour l'enregistrement. Il doit pouvoir la mettre à jour, la ligne ne doit pas être bloquée. Et on récupère, pendant ma transaction, je reviens sur ma ligne et le select sur ce nom doit être égal. Eh bien, il ne doit pas être égal à Michou, il doit être égal à ce que j'ai lu au début de ma transaction. Exactement. Donc le but, c'est de pouvoir interagir à plusieurs sur les données sans pour autant se verrouiller soi-même. Okay, donc on va voir le mécanisme Oracle. Oracle, en fait, le principe, c'est qu'il va stocker les images avant, donc on appelle les rollback segments, dans un table space spécifique qui sont les undo. Donc comment ça se passe? En fait, on va commencer par notre première lecture. Okay. Au moment où on va arriver sur la mise à jour, le contenu de la ligne va être copié dans un autre emplacement qui est donc l'undo. Et à ce moment-là, quand ma première requête de select va revenir dessus, on va s'apercevoir que le numéro de transaction a changé, donc ce qu'on appelle le SCN dans Oracle, le sequence number. On va aller chercher du coup dans les images avant, donc dans les rollback segments, la valeur qui nous intéresse. Du coup, tu n'as pas de verrouillage en lecture. Du coup, on n'a pas de verrouillage en lecture. Ok, sous Postgre, c'est un petit peu différent. Donc là, vous avez vraiment une différence entre Postgre et Oracle. Et nous, on va dupliquer la ligne lors de son update, mais on va la garder cette ligne dans la même base, dans la même table, en fait, dans la même page mémoire. Là où Monsieur Oracle stocke ça un petit peu à côté. Voilà. Et du coup, ça veut dire qu'effectivement, quand on commence notre transaction, on met à jour notre ligne, et ben on duplique cette ligne et on garde la ligne d'avant. Et quand on a besoin de la lire, et ben on va aller la lire. Pas besoin d'aller gérer un espace de partition ailleurs. Et on n'a aussi pas de verrouillage en lecture. Ok. Hein? Et du coup, quels sont les avantages et les inconvénients des deux méthodes? Ouais, parce que la vraie question, c'est est-ce que tu les gardes longtemps, tes undo qui sont stockés sur disque? Ah, c'est ça. Donc ça demande un peu de paramétrage, un peu de tuning, tailler les espaces, savoir combien de temps on les garde, etc. Et puis de temps en temps, on a le fameux Aura 1555, Snapshot to Hold. Quand on a des grosses transactions en lecture, quand on a ce genre d'erreur, ça veut dire que les images avant ont été détruites, ont été recyclés par Oracle, donc la transaction échoue, la transaction de lecture. Et voilà. Et ouais, mais toi, tu fais un peu de ménage dans tes tables parce que ça a l'air d'être. Non, c'est sûr que c'est un des problèmes de Postgre. Si vous faites un petit update sur une base de 1 million de lignes, et bien vous avez 1 million d'enregistrements en plus dans votre table, gratuit. Ouais, ça va, on a fait auto-vacuum. Voilà, hein. ok. Donc maintenant, vous savez à quoi sert un vacuum? Ça sert à nettoyer ces petits enregistrements. Vous avez mis votre petite femme de ménage en route. D'accord. Ou l'homme de ménage, parce qu'on a dit qu'il ne fallait pas être sexiste. Hein. Ok, donc garantie de la persistance, on va avancer un peu plus vite. Donc, on va parler de wall ou de xlog. On a longtemps parlé de xlog dans Postgre. La problématique, on s'est aperçu que tout ce qui s'appelle log, il y a un jour, c'est amené à disparaître par un gros find, par exemple, qui va effacer les fichiers. Donc ça, c'est pas bien du tout. Donc maintenant, ça s'appelle les PGWall. Donc au niveau d'Oracle, on appelle ça les redo log. On va voir que Oracle et Postgre SQL gère ça un peu de la même façon. Donc écriture séquentielle dans le fichier de journal, d'accord. Quand on fait un commit,
on va écrire directement dans le fichier de journal. Et ensuite, on a une écriture asynchrone dans les fichiers de données. C'est soit lors du checkpoint, soit au moment, enfin pour Oracle, c'est un peu Oracle qui décide quand il a envie d'écrire. Ok, PITR, réplication. Voilà. C'est ce qui ça va nous permettre de faire, de la sauvegarde à chaud et de la répli par log shipping. Donc ensuite, on va s'attaquer au niveau d'Oracle. La gestion des redo logs est assez pointue, on va dire. On a le choix du nombre de groupes, on a le choix du nombre de membres, donc on va faire ce qu'on appelle du multiplexage, on va pouvoir choisir les tailles, etc. Donc ça peut amener un certain nombre de déboires. Donc voilà comment c'est placé. Donc du coup, tu te fais tourner tes logs, et voilà. si tu ne les fais pas tourner assez vite, ça va être compliqué, non? Exactement. Sous Postgre, nous on a un taille de wall à 16 mégas. On n'a pas de multiplexage, on ne peut pas écrire les walls sur plusieurs disques en même temps. Ça c'est un petit souci, mais bon. En même temps, nous, on a un petit exa qui continue et qui s'incrémente les uns derrière les autres. Et on n'a pas ce problème de recyclage de wall. Ok, donc on va vous parler rapidement de la sauvegarde et réplication. Voilà, ça on peut passer super vite. Ouais. Sauvegarde, réplication. Au niveau des sauvegardes, vous savez tous, on a de la sauvegarde physique ou logique, d'accord. Donc au niveau d'Oracle, la sauvegarde logique va être gérée par les utilitaires d'export ou datapump, ça dépend. Et ensuite, la sauvegarde physique, on va la gérer par Airman Recovery Manager. Ok, sur PG, pareil, on a un PG dump, on fait de la sauvegarde compressée ou de la sauvegarde plain text, un peu comme Oracle. On n'a pas de data pump. Effectivement, nous, c'est le client qui tire la sauvegarde et on n'a pas la possibilité d'envoyer un ordre sur le serveur pour qu'il se sauvegarde tout seul. Et le PITR sur la sauvegarde physique où on va utiliser des outils tiers. On n'a pas de PITR interne au moteur. Donc au niveau de la répli, c'est pareil. On a une répli physique, une répli logique, et ensuite on va essayer de parler de ce que c'est qu'une répli master-master. Répli physique, je rappelle rapidement. On va tirer les logs, on va appliquer les offsets des fichiers de log sur les changements directement dans les fichiers. La répli logique, on va repasser par des ordres SQL pour les réappliquer. Donc voilà, c'est ce genre de technique qui va nous permettre, par exemple, de faire de la répli maître-maître. C'est sûr qu'en répli, Oracle était en avance. Hein. On a fait la répli sous Postgre qu'à partir de la V9, 2010, 9.1 de la haute standby. La haute standby, c'est gratuit au fait chez Oracle? Chez Oracle, rien n'est gratuit. Hein. La haute standby, forcément, c'est une petite licence en plus. Ça me rassure. C'est tellement facile. Donc les fonctionnalités de dev, rapidement, on peut encaisser pas mal de types de langage au niveau des procédures PL, SQL ou faire des programmes en C ou en COBOL, parce que je rappelle que Oracle, c'est quand même vieux. Donc voilà, il y a encore qui traînent du COBOL ou du Fortran dans leur proc. Sous Postgre, on va avoir plus de langage. Ça vient du milieu un peu universitaire, donc du coup, on va être sur du Perl, du Python, du TCL, plein de choses. Voilà, mais il me semble que vous avez un petit problème de gestion de transactions, non, au niveau de... Et tu t'arrêtes à des détails. Ah, mais enfin, je sais, et je te rappelle tatillon, que depuis la version 11, on peut gérer 2 transactions dans une procédure. D'accord, ok, j'ai rien dit. Bon, rapidement, la norme SQL, c'est juste pour vous expliquer qu'on suit des normes. On a entendu pas mal de confs où les éditeurs nous expliquaient qu'on suivait des normes. Au niveau du SGBDR, c'est pareil, il y a une norme SQL qui évolue. Tous les SGBD essayent de tendre vers la norme avec plus ou moins de résultats, mais bon. Les types, on passe dessus. Les types, on passe très rapidement. C'était juste essayer de vous faire voir un peu les différents types entre Oracle et Postgre. C'est rarement un problème, la gestion du stockage des données. Alors ceux qui vous disent qu'effectivement les types complexes ne sont pas dans Oracle mais sont que dans Postgre, même si je mon t-shirt Postgre, dans Oracle on peut aussi faire des types complexes. Et cela depuis pas longtemps. Aussi facilement. Voilà. Il faut ouvrir les yeux. Voilà, il faut être communautaire mais pas sectaire. Bon. Tous les gros moteurs de ce monde, hein, même du SQL Server ou du DB2, sont capables de gérer ce genre de... Et après, les types, choses. Ce qu'on a sur des bases, c'est les extensions. Par exemple, un exemple type, c'est le géospatial. Voilà. Donc on avait Oracle Spatial, on l'a toujours. Hein. Bon, il tombe un peu... non, je pense qu'il y a encore la NASA qui doit l'utiliser. Nous, on a PostGIS, utilisé par
tout le monde, un des moteurs les plus populaires en termes d'extension et qui montre la puissance de Postgre avec le système d'extension de spécifier Postgre dans un usage et dans une utilisation. Donc là, on va passer rapidement un peu aux choses qui fâchent. J'avoue, au niveau d'Oracle, on va choisir au niveau de la licence database. On a l'Enterprise, la Standard, il est dérivé de la Standard, l'Express, la Little. On connaît la fin. Les options, voilà, des options, il y en a à pléthore. Donc en fait, on finit par pleurer. Le plus dur finalement, c'est même c'est pas encore faire le chèque, c'est d'arriver à savoir combien on doit payer. Voilà. Postgre distribué sous un coût de licence. Ah non, pardon. Une licence libre. Donc c'est un logiciel libre, non libre dans le plus grand sein de la communauté, c'est-à-dire c'est un modèle d'exemple de logiciel libre. C'est pas quelque chose d'un logiciel libre qui est mono-éditeur. Il est développé par plein de gens partout dans le monde. C'est beau, hein? Allez, vas-y, passe. Allez, c'est bon. Une licence BSD pour vos développements, ça veut dire que sous Postgre, vous pouvez utiliser le moteur Postgre, l'utiliser dans vos outils, le revendre. Ce n'est pas grave. Okay, vous avez le droit, c'est vraiment une des licences les plus permissives, en tout cas sur le logiciel libre. Bien sûr, il y a des versions payantes aujourd'hui de Postgre, comme Enterprise DB ou Splendid Data. Ce n'est pas gênant. Aujourd'hui, Enterprise DB est un des plus gros contributeurs. Et comme dans tout modèle économique du libre, il ne faut pas oublier le support. Okay, sous Oracle, vous payez un petit peu, beaucoup, passionnément, à la folie. Là, j'avoue que je manque de mots. On a effectivement des sociétés de support comme Talibo, Loxidata, Second Quadrant, Enterprise DB, Splendid Data, etc. Allez, on y va. Les perfs, là, on va pouvoir se friter. Là enfin, hein, ça va être le vrai match. Hein, on va enfin vous dévoiler qui est le moins rapide. C'est le but. On s'est dit, allez, cette fois... Le grand vainqueur, le grand perdant. Voilà, le grand perdant, parce que c'est un peu toujours la même chose, mais là, cette fois, on s'est basé vraiment sur des ABAC, sur des benches certifiés, d'accord, sur des audits. Et dans ce bench-là, c'est 95% de vos lenteurs. Entre Oracle et Postgre, il n'y a aucun doute. Et du coup, la fonction, c'est quoi? La fameuse interface chaise-clavier. N'oubliez jamais que vos performances viennent du code applicatif. Ça, c'est vrai dans quasiment tous les cas. Une fois qu'on a tuné pendant 3 minutes le moteur, qu'on a mis 2-3 paramètres qui vont bien, derrière, le code fait tout. Ça sent un peu le grand troll, mais effectivement, entre un Postgre et un Oracle, c'est vrai que si vous n'avez pas de DB en interne, voilà. Si vous n'avez pas de DB en interne, c'est compliqué. Ou si vous n'êtes pas assisté par des sociétés externes. Pas d'index. Voilà, un peu la base de tout. Pour des gens qui font du like pour 100%, du not-in, du fonction sur colonne, sur plusieurs milliers d'enregistrements. Ensuite, dans votre code, quand vous faites appel à 15 ou 20 000 fois à la base de données pour sortir une page web, forcément, ça aura du mal à être rapide. Le 15300, ça vient d'un recours perso sur un de mes audits chez quelqu'un. Donc, c'est pas une blague. Et heureusement, c'est du Postgre local, donc du coup, ça marchait. Donc maintenant, c'est pourquoi choisir Postgre, du coup? En 2 minutes. Eh bien, en 1 minute, un moteur qui vous accompagne dans la croissance des startups. Vous n'avez pas de coût d'achat, pas de coût sur les licences développeurs, pas de coût sur vos POC. C'est quand même un gros gain. Et puis, quelque part, une fois que vous avez commencé, vous pouvez continuer en tant que PME, ETI et grand groupe. Il y en a plein qui l'utilisent. PostgreSQL 10, c'était plein de nouveautés. C'était la réplication, c'était le partitionnement. Et ça, c'était l'année dernière. Et je faisais une conf également au DEDAI aujourd'hui, et l'année dernière, pour présenter plein de nouveautés. Et voilà, donc en octobre dernier, c'est la version Postgre 11 qui est sortie. Et là, pim, on a tout explosé. C'est vrai que meilleure robustesse pour tout ce qui est perf, partitionnement, etc. Grosse amélioration dans le parallélisme, amélioration générale dans la perception utilisateur. Voilà, donc le but, c'est vrai que Postgre va plus vite qu'Oracle à l'heure actuelle. C'est normal, il y a du retard à rattraper, mais le retard se comble à vue d'œil. Maintenant, Oracle reste Oracle. Si vous avez des bases de plusieurs terras à gérer, forcément, vous les gérerez de manière plus facile, même si ce n'est pas impossible en Postgre, attention. D'accord ? C'est vrai, tu as des tags int, le fameux tag int que tout le monde nous demande pour fixer un truc, mais est-ce qu'on a vraiment besoin ou est-ce qu'on travaille sur l'optimisateur ? Aujourd'hui, on n'a pas forcément de gérer des bases de plusieurs pétas
et on peut lancer avec Postgre et avoir une qualité et en tout cas une norme SQL aussi bonne. Comme on disait, hier je courais après la personne que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je cours après la personne que je veux devenir demain. Voilà, voilà. Bon, allez, on s'embrasse quand même. Moi, merci mon petit Michou.